Ok les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. On va passer en revue l'intégralité du protocole, des protocoles de recherche de Green Flag, de Red Flag, pour découvrir El Famoso, nouvelle pépite sur le marché, petit chèque sur le portefeuille dès le début, petit plaisir de la journée, streamer qui s'envole, bah oui, ma pépitas, j'en étais sûr de ma pépitas, un bon cas sur les 36 heures, quelque chose comme ça. Position qui va faire des étincelles. Et comment trouver justement ces potentiels possibles pépites sur lesquelles s'exposer pour obtenir justement les plus gros ratios multiplicateurs, les plus certaines, les plus grosses valorisations, ou du moins le risk-reward par rapport justement à une pyramide de répartition, comme je vous parle la plupart du temps. Donc je vous ai fait un petit texte, mea culpa pour les fautes, c'est vraiment voilà, juste noircir au fur et à mesure du défilement des idées, et le temps que ça prenne cohérence. Donc je vous ai architecturé comme ça. Trouver une pépite. Alors pour commencer, il faut baigner dans l'écosystème. Ça, c'est le premier hashtag. Hein, voilà. Mais le plus important en fait. Ça a l'air con comme ça. Hein. Là, ça va être vraiment un premier conseil que je vais donner à tout amateur qui commence dans les crypto-monnaies. C'est de baigner en fait dans l'information. Tout simplement. La comprendre, c'est une chose. Baigner dedans, c'est déjà une première chose. Comprenez bien la différence entre les deux, c'est hyper important, parce que de toute façon, quand on attaque un sujet, une finance telle que les crypto-monnaies, surtout si c'est la première fois que vous entrez dans le milieu de la finance et que vous venez vous diriger directement vers la volatilité des crypto-monnaies, eh bien, il est très important de continuer à se former encore, et ça commence tout simplement par baigner dans l'écosystème. J'entends par là un petit peu tout ce qu'on va faire sur El Famoso cas pratique d'une crypto qu'on va analyser, de plusieurs cryptos là, et des exemples qui vont suivre, mais aussi sur l'écosystème en général, sur les majeurs, Bitcoin Ether en général aussi, par exemple. Donc avoir un Twitter avec voilà, quelques news intéressantes au niveau fondamental, au niveau technique sur l'ensemble des cryptos, des youtubeurs crypto, oui pourquoi pas évidemment, parce que tout type de contenu a des pour et des contre, et tant qu'on arrive à discerner le plus de pour possible, c'est un cumul qu'on vient chercher aussi sur ce genre de médias. Donc évidemment des articles, voilà, c'est les premiers trucs que je faisais en 2017-2018. Voilà, on chope quelques médias, quelques articles qui tombent, quelques sites qui donnent à peu près, qui relayent les news les plus importantes. Comprendre à chaud l'écosystème, donc les news qui tombent au fur et à mesure, pour après avoir de l'ancienneté hein, sur les hacks de l'époque, Terra Luna depuis maintenant, toute l'historique en fait de par quoi le marché est passé, comment il a réagi à cette époque-là comparé à maintenant, etc. Donc ça vous fait un passif de suivre en fait le match, hein, DeFi versus CeFi, on va dire, hein, centralisation versus décentralisation, ou Bitcoin versus fiat, enfin bref. Il faut aussi se dire que vous venez baigner dans l'écosystème. Faut adopter aussi son mindset à l'écosystème. Pour tous ceux qui rentrent dans les crypto-monnaies avec l'idée majoritaire d'obtenir des profits rapidement et les maîtriser des profits rapides, si c'est votre première idée fixe, c'est un red flag de ouf. Ok, venir chercher des profits, c'est tout à fait cohérent. Par contre, faut s'adapter à ce que va nous donner le marché. Voilà. Donc la première idée fixe, c'est qu'est-ce qui paye, pas je sais ce qui paye et je viens l'appliquer sur le marché. Voilà. Donc il y a plein d'autres choses, hein, règle du 20-80, on va appliquer ça à plein de choses. Par exemple, pour le début des liquidités, la règle du 20-80, si vous voulez toucher à tout, 80% dans ce qui est sûr, le holding, j'ai envie de dire, 20% dans ce qui vous fait plaisir, à coup de levier, des gros effets d'endettement, de tout ce que vous voulez, et puis essayer de timer des positions. Ça, après, pour 20% de vos allocations, ça c'est une règle qu'on va regarder pour pyramider aussi l'arbitrage, les take profits, ça s'applique surtout sur le DCA aussi, possiblement. Donc je vous expliquais ça, mais d'abord, oui, pour finir, baigner dans l'écosystème, c'est hyper important. Voir aussi les communautés, les chats où ça discute un petit peu, soit de certains projets précis, soit des écosystèmes en général, leur fonctionnement, leur mécanique, apprendre les fondamentaux aussi technologiques. Bref, tout ça c'est un peu plus bas, on va continuer sur
l'aspect statistique, parce que ça c'est hyper important aussi. Et pourquoi basiquement aussi, voilà, à part baigner, pour commencer baigner dans l'écosystème, pour avoir des petites bouées de flottaison, de compréhension à droite et à gauche, hein, même si on n'est pas spécifiquement instruit sur des sujets précis, sur des narratifs précis, on commence à capter l'écosystème, ça c'est le premier point. Et il est très large, hein, ce premier point, baigner dans l'écosystème, c'est se forcer avec le temps libre qu'on a à droite à gauche, même quand on travaille, les petites pauses déjeuner, etc. Avoir un petit peu d'informations, un petit peu de médias, 2-3 news, quelques paillettes dans les yeux, mais fatalement, au bout de quelques jours, etc., vous allez répéter les petits moments libres, plus d'informations, plus de petits faits techniques en plus qui vont rester dans le crâne, etc., etc. Faites-en votre propre avis. Première chose à savoir, évidemment, c'est qu'il faut pas croire tout à 100%, faut regarder les consensus, ce qui se dit, ce qui se répète, ce qui a l'air véridique, etc. Bon, je vous laisse faire. Donc l'aspect de la statistique. Deuxième point ultra majeur. J'entends par là, faire all-in, c'est un red flag de ouf. Vous avez même 100 balles, ou 1000 balles, ou 10 000 balles, vous avez fait all-in sur une seule crypto. Bon, pour 100 balles, ça peut se comprendre, mais à partir de 1000 balles, 2000 balles, 3000, 6000, 10 000, toutes ces sommes-là et au-dessus, all-in sur une seule crypto, c'est impossible, c'est un red flag. Donc la diversification, pourquoi? Parce que justement, on ne sait jamais laquelle peut shooter, même si tous les fondamentaux sont les plus sûrs. Un gros hack sur Ethereum, bam, Solana prend le pouvoir, je sais pas, un gros rug pull que vous n'avez pas vu sur votre token, sur votre alt, une défaillance majeure du protocole, où voilà, il ne se fait pas adopter comme il faut, la tokenomics a merdé quelque part, il y a X raisons, et évidemment la diversification fait que vous ne pouvez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Mais ça passe par ensuite une pyramide de répartition. Pourquoi? Parce que justement, on va commencer à doser le risque. On sait très bien que certains projets ont un risk-reward attrayant, hein, et surtout un risque qui est beaucoup plus faible par rapport aux autres. Même si le reward n'est que correct, on va dire que vous avez un sentiment pour des piliers majeurs technologiques, on va dire Bitcoin, Ethereum, voilà, boum, on va là-dedans. On a quand même un 9 chances sur 10, ces machins-là vont faire des profits de cycle en cycle. C'est un postulat qu'on peut poser comme ça avec pas mal de certitudes. Il y a toujours un risque, mais il y a pas mal de certitudes. On puisse manger Bitcoin et Ethereum, les deux, de cycle en cycle, avec des ATH qui vont encore plus haut. Voilà, c'est tout. Donc le risque faible sur le long terme. Risque faible. Par contre, reward maintenant commence à être modéré, voire un peu faible par rapport à ce qu'on a été habitué. Mais bon, modéré quand même. Ça reste des multiplicats, hein. On n'est pas sur de la dizaine, mais on est sur des très beaux multiplicats à mon avis qu'on va imprimer sur Bitcoin et Ether, hein, et qu'on a déjà commencé. Donc cette pyramide de répartition, elle permet justement de mettre beaucoup dans ces majeurs, de permettre d'aller dans le milieu de la base, le milieu, ouais, voilà, le pyramidron, c'est vraiment les projets majeurs, le trilemme de tête possiblement, hein, de 3 projets majeurs, hein, qui ont très peu de chances d'échouer, mais pas forcément des risques, pas forcément, hein, je dis, mais attention, tout est possible en crypto-monnaie, justement, il ne faut pas se le cacher, et tenter justement d'envoyer cette pyramide avec le maximum de liquidité, j'irais bien plus de la moitié. Possiblement une moitié au minimum. Ensuite, vous descendez dans les middle cap pour 35%, et admettons, c'est des pourcentages, mais 15% dans les nanos. Mais il y a ce pourcentage là où on met moins, mais vers des trucs encore plus risqués. Et on descend comme ça cette pyramide de risque. Pourquoi? Parce que justement, sur cet accordéon de valorisation, hein, du market cap des crypto-monnaies, on vient chercher un stake, hein, d'une certaine épaisseur dans cette gamme de risk-reward, hein. Certaines personnes peuvent aller taper uniquement dans le top 3000 en espérant faire un x 1000 pour ce cycle-ci. C'est possible à coup de petits billets s'ils ont que ça à faire. C'est du gambling, c'est du casino. Et pour ces personnes-là, peut-être que acheter un projet du top 900 ou du top 800, c'est quelque chose de très sûr, voilà, c'est les 2-3 trucs à peu près sûrs qu'ils ont envie de garder, et sinon ils veulent gambler à fond. Ça, c'est le risk-reward de quelqu'un d'hyper agressif sur les crypto-monnaies, par exemple. Évidemment, ce genre de profil à faible force de frappe dans le principe, sinon on n'irait pas chercher autant de risques, hein, c'est mon point de vue. Mais quand même, il faut se situer, hein, dans ce steak, hein, à quelle hauteur vous êtes prêt à manger, à quelle hauteur vous êtes prêt à continuer à manger de plus en plus bas, hein, le risque. Pour certains, ça s'arrête à Bitcoin et Ethereum. Pour d'autres, c'est le top 100 uniquement, plus ou moins.
certains commencent leur risk reward à partir du top 100 ou du top 200, c'est mon cas par exemple. Et je peux descendre pour 90% de mes liquidités jusqu'au top 1000. Avant, je pouvais descendre pour plus de la moitié de mes liquidités en dessous du top 1000. Et c'était le cycle dernier, hein, avec moins de valo et puis plus d'incertitudes, etc. Donc voilà, il faut aussi se remettre en question risque par risque, risk reward par risk reward au fur et à mesure qu'on fait des profits de cycle en cycle. Le but ultime, et ça doit être limpide pour vous, si je vous le dis, c'est de réduire son risque de plus en plus que les cycles se font et que vous gagnez de plus en plus d'argent. Voilà, à un moment donné, en x10 c'est bien, 10 000, 100 000, bon, prochain cycle, 1 x5, ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. Si on peut aller le récupérer sur un bon petit trilemme du top 100, là, qui a très peu de chances de foirer, je sais pas, Chainlink, machin, X et Y, Matic, ou je sais pas, un XY, hein, cas d'usage tellement symbolique que là c'est sûr on va aller chercher nos x5 à droite à gauche là pour ce qui vient. Par exemple, donc la pyramide de répartition, c'est de savoir de quel étage à quel étage vous êtes prêt à vous risquer. Et évidemment de mettre le moins sur les plus petits étages, mais savoir quand même le plus bas du stake, hein, le plus bas du risque, le plus élevé du risque, hein, tout en bas, jusqu'à où vous êtes prêt à aller. Ça c'est hyper important de le savoir. Parce que justement, il y aura cet effet où vous allez aller chercher de la nano. C'est évident, hein, c'est tout l'effet de la halte saison de toute façon. C'est qu'à un moment donné, vous allez acheter de la majeure, vous allez acheter du bitcoin hyper massivement en profit, vous en distribuez vers des altes, vous êtes attiré vers le bas. Ça le fait pour moi, je sais que ça le fait pour d'autres, ça le fait pour tout le monde en fait. Et ça, il faut pas se le mentir. Voilà, il faut pas se mentir à soi-même, faut pas le dire. Après, chacun a son niveau de maîtrise, hein, c'est rien d'absolu dans ce que je vous dis. Attention, c'est plutôt des niveaux, des intermédiaires, des niveaux de risque. Donc voilà, ça permet d'aller chercher un peu de risque, d'assouvir aussi son besoin de risque. C'est clairement ça qu'il faut aussi maîtriser. Moi, je le fais grâce à un peu d'arbitrage vers des fois quelques nanos entre elles. Donc j'ai un petit bac de nanos qui est une petite partie de mon patrimoine, mon portefeuille. Et des fois, je peux faire 1 ou 2 arbitrages agressifs en ayant des gros espoirs. D'un coup, je pose une transaction. Voilà, quand j'arbitre une nano vers une autre nano, voilà, du FINA vers du Gitopia, c'est bien pour essayer de récupérer un x100 là, quelque part par là, tu vois. Malgré le diviser par 2 ou par 3 là, que je me suis pris sur le FINA, par 4 peut-être, c'est pour aller récupérer un x200 là. L'espoir, il peut se brûler, 50 balles, 30 balles, 20, rose 100 balles qui sont tombées à 30 balles que j'ai remis dans du lore, que j'ai, bon, peut-être revendu derrière, mais je me souviens même plus de ce que j'ai fait. Bah ça, en fait, c'est du gambling, et c'est important de le maîtriser, le gambling, en fait. C'est important, parce que oui, il va y avoir des résultats comme ça. Je veux pouvoir participer à ce genre de résultats. Un x100, x50, c'est pas du tout... x100, x50, x100, x200, c'est pas du tout ce que j'attends sur mon portefeuille. Loin de là. Loin de là. Pourtant, à partir d'un certain étage, le risk reward, voilà, pour mon top 10, pourquoi j'ai pas blindé dedans, parce que j'ai un x10, x15, x20 généralisé globalement, il est super bien réparti. Pourquoi j'ai été chercher cette nappe et cette grappe et cette nappe de mini shitcoin en plus pour doser mon risque. Doser mon risque, assouvir ma prise de risque aussi, et mon avarice. Voilà, c'est ça, j'assouvis mon avarice là-dedans en fait. Voilà. Un gris-gris, ça c'est mon gris-gris, avec quelques arbitrages et le fait que j'utilise beaucoup les protocoles de stacking, on va en parler. Hein, c'est pour finir l'aspect pyramide de répartition, avec un peu d'arbitrage et des fois sur des gros écarts, comme ça, hein, je trouve que c'est très intéressant ça. Hop, voilà, je peux prendre du clic droit, claim reward, paf. Et là, tout de suite, maintenant, paf, remettre un petit peu, même si c'est une petite couche, pour 1 ou 2, 3, 5 centimes de frais, là, de transaction blockchain, pour que dalle, paf, je peux réarbitrer des billets de 20, 30, 50 balles sur ce genre de nano. Voilà, sur d'autres low cap. Donc ces autres cryptos, même si c'est pas grand chose, je garde les unités principales, c'est que du reward. Des fois je prends pas tout, mais j'essaye quand même un petit peu de voilà. C'est l'arbitrage en fait, même si des fois j'équilibre à tort, des fois j'équilibre à raison, pour le profit final qui va monter plus haut. Et même si c'est flat, même si en fait j'arbitre plus ou moins dans le bon et dans le mauvais sens, et en fait ça donne rien, c'est-à-dire que j'aurais dû tout laisser, ça aurait fait le même chiffre à la fin, au final, ça aurait fait le même chiffre. Et dans tous les cas je le fais quand même, parce qu'en fait ça m'évite d'envoyer des fois quelques paris au levier. Parce que le but suprême, c'est de se débarrasser des leviers.
des multiples, on rajoute des zéros dans les cryptos. On rajoute un zéro, un bon cycle, et on a rajouté un zéro. Quand vous êtes multi ou millionnaire ou multimillionnaire, enfin après ces termes-là, après ce genre de termes-là, c'est pas des fois 10, c'est pas une décimale que vous cherchez en plus. Hein. Déjà c'est un multiple par 2, par 3, par 4, mais c'est monstrueux ça. Et donc le but c'est d'aller les chercher avec beaucoup plus de certitude, quoi, d'arrêter de flipper, de se bouffer le cerveau sur une répartition comme ça. Et la pyramide de répartition permet justement de doser ça. Donc Yotex, pas de problème, on va aller chercher notre x10 là, minimum, pas de souci. À 60 000, il a refait tout le bag, tous les investissements de toute ma vie, de tout ce que j'ai jamais fait dans les crypto-monnaies, et le reste, gambling, par exemple. Voilà. N'importe quelle image mentale peut être utile, tant que vous avez un plan A, un plan B, un plan C, vous pouvez découper plusieurs morceaux de plan dans un même plan, voilà, dans un même bag, voilà, plusieurs morceaux de risque à l'intérieur d'un même risque, parce que là on est que sur les crypto-monnaies, hein. Si je pourrais, je serais peut-être sur quelques commodities avec plus de fric, hein, parce que là c'est clairement ce que je voudrais allouer sur les cryptos. Voilà, même si je suis millionnaire, il y aura toujours des centaines de mille là, minimum sur les cryptos. Là, je jouerai à ça tous les cycles, c'est sûr. Bon, mis à part ce concept, je vous reprends. Hop. Donc la répartition, c'est assez particulier. On en reparlera au fur et à mesure, et je vous en ai déjà parlé, de toute façon, dans les différentes vidéos. Diversifier ses piliers technologiques. Et ben oui, on va accélérer là, parce qu'il y a quelques trucs que c'est assez évident, mais c'est par exemple le cloud décentralisé de storage, pour stocker de la data avec des disques durs, le cloud de GPU, c'est quand même deux narratifs un peu différents, mais liés, similaires. On a l'IA, hein, on a le DeepIn, on a les NFT, on a voilà, on a les DEX aussi. Bon, on en a plein d'autres, hein, des narratifs comme ça. La science médicale sous blockchain, par exemple. Bon, plus ou moins. Je suis exposé sur ces différents narratifs, même si des fois c'est un narratif pour une low-cap et d'autres pour une majeure. Et donc voilà, moi je suis exposé un petit peu à tous ces écosystèmes. Alors voilà, ça dépend aussi de pas forcément de la confiance dans l'écosystème, ça dépend aussi de ce que je trouve. Voilà, bon, j'ai une exposition, ça assouvit aussi mon besoin de répartition dans les différentes technologies et dans les différents écosystèmes. Par exemple, les oracles décentralisés, j'ai trouvé que des nanos qui me plaisaient plus ou moins pour le niveau de risk reward que j'avais envie de tenter. Donc j'ai pas accompagné du Chainlink, etc. Vous me connaissez, moi le top 100. C'est ma limite. Après, il y en a beaucoup, ils vont simplement en dessous d'Ethereum en espérant choper beaucoup plus de volatilité. C'est vrai, le cycle dernier, on a eu Cardano. Hein, voilà, il était dans le top 10. Bon, il a fait un fois 120. Voilà, donc oui, vous vouliez surperformer Bitcoin, Ether, surperformer Bitcoin et Ether en même temps, juste en dessous, Cardano. Bam, énorme momentum de pousser le cycle dernier. Voilà, juste pour dire. Et donc, utilitaire aussi. Ça, c'est les narratifs aussi. Même si c'est très lié à la technologie, à l'écosystème sous-jacent. Donc, il y a aussi l'aspect technologique, mais il y a aussi les blockchains. Si vous achetez que des ERC20, que vous êtes que sur l'écosystème Ethereum, voilà, c'est aussi un pilier technologique sur lequel vous êtes regroupé. Moi, par exemple, j'ai de la technologie Polkadot. Voilà, j'ai quelques sous-jetons. J'ai été chercher du côté de Polkadot. Donc, j'ai un pied dans l'écosystème Polkadot avec 3 actifs différents. J'ai un pied dans l'écosystème Cosmo, un bon pied dans l'écosystème Cosmo, et j'ai un pied évidemment dans l'écosystème Ethereum. Donc, avec 1 ou 2 layers, 2-3 bricoles, 1 ou 2 jetons qui sont aussi disponibles en ERC20, donc c'est aussi cross-chain, mais ça touche à l'écosystème Ethereum aussi, donc c'est une part des liquidités, etc. On peut toujours voilà, modéliser les tentacules qu'il y a entre les différentes crypto-monnaies, de liens, de bridge, de liquidité, d'interdépendance. Voilà, dans tous les cas, ne pas tout avoir sur un seul wallet, tout simplement parce que au cas où qu'on ait un gros bug majeur ou je sais pas quoi, il y a un exploit sur MetaMask, je sais pas quoi, vous faites stoller vos cryptos en masse là. Et voilà, what else? Bon moi j'ai mon Kepler qui est encore intact. Voilà, il se passe un truc comme ça, voilà. Alors c'est des failles majeures évidemment, hein. Le but premier c'est une clé privée dans un tiroir, une fois que c'est sécurisé, point barre. Vous le rouvrirez le jour venu pour dépenser vos cryptos. Ça peut être ça aussi, le stockage à froid, ça on en parlera, mais plus tard. Alors pourquoi les coups d'éclat ça marche? Data versus Yotex, étude de cas, je vous ai écrit ça avant d'avoir l'exemple, le putain d'exemple, mais oui, le putain d'exemple. Pourquoi je suis sûr que je vais faire plus de profit avec le data
qu'avec le Yotex. Pourquoi j'étais sûr qu'il fallait simplement que je fasse all-in sur le Akash et que j'ai pas besoin de me diversifier. Je vous jure, c'était ma majeure, le Akash, le cycle dernier. Oui, mais quelque part, c'était un mini-cycle qu'on a eu cet hiver. 2023, hein, début 2023, qu'est-ce que j'accumulais le plus? Akash, Akash, Akash. Le reste, ça tournait un peu, une ou deux merdes que j'ai un peu trop accumulé, que j'ai réarbitré. Sinon, ouais, du Rose et du Yotex, mais en deuxième et troisième position, c'était Akash. Akash, j'ai mis tout ce que je pouvais dedans. Mais je pouvais pas, et je le disais aussi à mes collègues à cette époque-là, non les gars, je ne peux pas, je peux pas descendre. Je peux pas descendre comme ça. Enfin, je suis obligé de descendre parce que je mets trop dans le risque. Voilà. Et voilà, c'est le El Famoso. El Famoso. Oui, oui, un x10 ultra certain en sentiment contre un x20 vraiment certain quand même parce que c'est vraiment certain que je vais faire au moins un x20 sur le data si l'Iotex fait x10. Ça, mais pour moi, mais oui, c'est sûr. Voilà, c'est certain, très certain, très certain. Par contre, le Yotex, c'est sûr et certain, ultimement certain, pour moi, dans ma tête, hein, au niveau mental, ça c'est par contre, c'est super certain, ultra certain, que lui, il va faire x10, par contre, là, tu poses pas de questions. Ça, c'est sûr. Ça, après, c'est mon dosage de risque, donc c'est une dose d'émotion, c'est une dose d'émotion dans mon cerveau, c'est une dose d'émotion dans mon cerveau, oubliez pas ça. C'est comme ça qu'il faut que vous maîtrisiez. Et bah oui, mais imaginons qu'il y a un problème sur Yotex. Je peux pas me permettre. Bon, sur le data, je veux dire, et que je bourrine comme un bœuf là, c'est ma majeure, et je mets à peine quelques saloperies autour, et vraiment je la bourrine celle-là, parce que je crois en ce narratif, et je crois en plus. Voilà. Donc cette proportion, non, je vais me retrouver sûrement avec un data qui va survaloriser en fait mon hold de Yotex. Et possible, hein, possible. Et si ça arrive à ce moment-là, bah, il faut relativiser en se disant, bah, ça fait partie du risk-reward. J'aurais fait x2 sur l'Iotex, x5 sur le data, bon, à ce moment-là, quoi faire? J'accompagne après sur le Yotex, et c'était un pump prématuré, etc. J'arbitre un petit peu, ou je laisse flotter justement, c'est le profit terminal qui va se faire atteindre. Ça, dans les trois cas, justement, je vous incite à faire la règle du 20-80, ça veut dire que si moi, à un moment donné, je fais x5 là sur le data, alors que je fais que x2 sur le Yotex, honnêtement, règle du 20-80, je prends 20% de mes data, amputés, paf, j'arbitre sur autre chose, n'importe. Là, je le fais. Par contre, les 80% restants, donc 80 000 unités hein, sur 100 000, 80 000 unités, verrouillé, là par contre je peux plus y toucher. Ça continue à mouner encore et encore et à surperformer le Yotex, bah génial, génial, j'ai 80%. Et si ça se retourne, bah ça a quand même été une belle position, je verrai bien plus tard dans le cycle ou jusqu'où je peux l'écouler, mais c'est le Yotex qui se remet à surperformer plus fort, et là j'ai au moins mis 20% de liquidité sur lui pour optimiser le profit terminal d'une simple avance qu'avait pris le data par rapport à lui. Alors je sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais là j'essaie de vous mettre quelques notions aussi d'arbitrage. Ça, c'est il y a vous seul qui connaissez votre crypto, il faut la suivre sur le long terme, connaître ses mouvements de prix, connaître son développement, comment connaître ses news, ses cumuls, comment avance la team, etc. Au moment où ils aiment bien, voilà, quel intervalle à peu près de temps ils mettent à développer certaines fonctionnalités. Enfin, tout ça, ça se suit, c'est un sentiment dans l'air. Hein, vous connaissez un petit peu le projet, vous le voyez. Moi, la plupart, c'est plusieurs années hein, que je les suis, ces machins-là. Alors des fois par intermittence, mais il y a la moitié de mes tokens, je les suis depuis plus d'1 à 2 ans. Yotex 6 ans. 5 ans, au moins, 5 ans. 5 ans. Découverte il y a 5 ans. Donc si je dis pas de conneries, ouais, plus de 5 ans, ouais, 5 ans, presque 6 ans, c'était en 2019. Donc voilà, moi je sais ce qu'il va donner, hein, je sais ce qu'il va donner. Je le pense savoir. Voilà, donc j'ai ma certitude. Voilà. Alors, suivant. Bah oui, c'était sûr à 99, à 90, même à 99%, ouais, c'était sûr. Bah la réponse, c'est dans l'affirmation. Bah oui, et la centième fois. Tu perds tout. Voilà. Et à un moment donné, en fait, pas tous ces œufs dans le même panier, même si on a une énorme certitude sur un énorme trade, impossible. Impossible d'aller jusqu'au bout. On peut grossir la répartition et loger une... C'est pas un top 700. Hein. Là, il est en train de monter du top 650 au top 600, voire il va entrer dans le top 500 là. Peut-être le data. Oui, parce que le métrique il y a plus de jetons en circulation, c'est pas indiqué sur CoinGecko, donc il faut mettre une métrique au-dessus, c'est rien. Mais ça reste une low cap qui est en train de monter middle cap, hein, quelque part. Pour moi, c'est ça que je vois. Hein. Mais c'était une low cap. C'était une low cap. Donc, par rapport au Yotex à l'Osmosis, top 200, j'ai chargé autant que je pouvais au niveau de la confiance. Sinon, j'aurais pas cette limite. Je l'aurais logé au-dessus du Yotex. J'aurais fumé tout le Yotex contre le data. En pure avarice. Et là, j'aurais commencé à douter beaucoup plus fort.
Ouais, mais si le majeur il part, et puis qu'il lui il délivre, et puis qu'il délivre, et que lui il prend du retard, et qu'il prend du retard, là ça m'aurait mis dans le mal. Donc là je suis quand même heureux. J'aurais bien voulu en profiter, mais vous allez vous battre contre ce sentiment-là. C'est hyper important que je vous le dise, vous allez vous battre contre le sentiment. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire mieux sur tous vos trades, sur tous vos trades, sur tous vos trades, sur tous vos trades. Putain, c'est hyper important ça. Attention, image mentale, gravez ça dans votre cerveau là. Je vais te casser les couilles là. Attention, attention, attention. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire mieux, je fais le débile comme ça, là j'aurais pu faire mieux, arbitrage, quoi que ce soit, achat, vente, optimum, du bottom, de la vente, du top, on s'en bat les couilles. Voilà, voilà. Petit choc hyper important que vous le gardiez en mémoire ce truc. Parce que gras de mouvement, comme disait Cédric Froment, ouais, les expressions sont importantes. Gras de mouvement. Ce gras là, cette épaisseur, cette tranche de steak vous convient, prenez-la. Prenez ce qui vous convient, vous. Casque sur la tête, musique, méditation, qu'est-ce que j'en suis à ma vie, qu'est-ce que je peux faire avec ces profits, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter maintenant, est-ce que je peux tenir jusqu'au prochain cycle si j'ai envie d'être un investisseur rentable par exemple. À partir de là, ça peut me mettre bien pour je prends. Voilà. Ok. Donc ça c'est juste une petite image mentale de plus. Donc évidemment tout ça c'est pour aller jusqu'au bout. Hein. Bref. Il y a aussi le ratio de stacking. Si vous pouvez bloquer votre protocole, le TVL, hein, l'argent qui est locké dans le protocole, donc ça c'est des vérifications à faire. Si c'est index, c'est d'autant plus important, par exemple avec le liquid stacking, je pense que ça a une grosse incidence. Le liquid stacking, on est en train de le voir sur le Stray, belle remontée quand même. Je pense qu'il est pas mort. On a vidé un peu plus là, le TVL, bon, c'est la confiance dans le protocole, dans le concept. Les choses à vérifier aussi. Parce que là, on est parti sur au-delà de l'aspect statistique. Hop. Le GitHub, s'il n'est pas privé pour des raisons légitimes, hein, souvent, il est à vérifier pour voir l'implémentation de code. On peut y voir les modifications de l'activité. Un tracé plat à l'année, c'est pas bon signe. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'activité, surtout si c'est pas censé être un GitHub privé. Des fois, ils peuvent faire un screen, voilà, des travaux qu'ils font. En privé, et oui le code des fois ça se protège, donc c'est normal des fois, mais c'est à savoir, et il faut regarder si on peut avoir justement cette métrique, donc là se fier à ce qui est déjà arrivé et projeter une fractale de plus pour un cycle différent mais similaire, très important, mais similaire dans tous les cas. Et c'est pour ça que, par exemple, là, à cette heure-ci, je prévois et je ne décroche pas de mon portefeuille à niveau actuel pour pouvoir profiter de la prochaine jambe qui sera, pour moi, la plus forte, pas forcément massivement plus puissante que ce qu'on a eu cet hiver, mais un cran plus puissant. Je pense le vrai cycle va commencer. La désynchronisation du cycle se fait de plus en plus, mais par rapport au cycle passé, on prend une fractale, on fait un gros saut merdo, on se dit que ça va se répéter forcément, qu'on va avoir évidemment des pièges, que le schéma va se distordre, mais c'est bien pour se répéter de la même manière, pour avoir la même finalité. Donc n'oubliez jamais ça quand vous holdez pour un bull run. Le but, c'est que les marqueurs du cycle passé soient à 80-70% respectés, avec plein d'autres déviations, plein d'autres avances, plein d'autres retards, post-halving, pré-halving, tout ce que vous voulez, hein, au niveau des métriques, et au niveau des temporalités, de la chronologie, de ce qui a servi à pousser le marché. Et tant qu'on retrouve encore une majorité de ces ingrédients, on recommence encore et encore. Et ça vaut même pour le trading en fait. Hein. Si une fois que vous avez une formule qui fonctionne, il faut la répéter encore et encore et encore. Et il faut la tenir. Il faut la tenir jusqu'à ce que ça change. Vous attendez que le marché vous contredise pour vous adapter. Ce serait con, voilà, de pas pouvoir répéter un truc qui fonctionne plusieurs fois d'affilée d'un coup sans trop, sans trop dévier évidemment. Il y a toujours une déviation et c'est justement le but de fractaliser le concept pour trouver un truc qui se ressemble mais qui sera pas pareil. Alors. Tant que le scénario de prix ne diffère pas fortement des autres tokens, on fait un DCA. Alors, tant que le scénario de prix ne diffère pas fortement des autres tokens, c'est si tout le marché est bearish, que vous prenez des torchats dans la gueule. Bon, si c'est parce qu'il y a eu un peu de divesting, etc., comme
par exemple sur le Carbon Browser, etc., que j'avais sous-estimé, bah, j'ai intensifié mon DCA, c'est léger, mais je l'ai quand même fait, parce que bon, il y avait une explication sur le fait que l'actif perdait plus de puissance que les autres. Le divesting a pris une couche d'arrêt, voilà, donc une partie a été délivrée, la plus importante. À partir de ce moment-là, le prix est reparti bullish, on était à même pas 10% du bottom, et on a refait un x10, presque, quelque chose comme ça. Donc pour moi, il faut savoir où est-ce qu'on en est, et si le scénario de prix est en train de vous dire bah non, je perds plus de force que les autres tokens, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que t'as pas vu, quelque chose que si tu ne trouves pas le pourquoi du comment et que tu peux pas l'expliquer en te rassurant que ça va aller assez rapidement, cette baisse soudaine de prix, et bah c'est à vendre, hein, voilà, c'est savoir retourner sa veste, c'est très important. Je l'ai pas marqué, mais là on pourrait le marquer, savoir retourner sa veste. Voilà. Et le but, c'est de savoir faire un savant équilibre entre qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre dans le DCA et qu'est-ce qui est un scénario de prix abyssal et dégueulasse, quelque chose qui ne devrait pas arriver. Et là, l'intérêt de vendre en fait un token qui a pris beaucoup plus cher à la baisse que les autres. C'est particulier. Et là, pour moi, tout l'intérêt en fait, c'est dans la plomberie de l'investisseur, c'est le tuyau qui fuit le plus, c'est celui-là qui nous fait de la perte le plus. C'est à quel point on n'arrive pas à arrêter la perte sur des tokens qui clairement manquent de puissance, vont manquer de ratio même pour après reprendre des prix en profit, mais pour ce bull run, tout est indiqué comme une perte de force, etc. C'est savoir les identifier. On pourra pas tous les faire, mais si on peut avoir une tendance à pouvoir exclure ces tokens, quand on commence à voir le scénario de prix correspondant, après il y a beaucoup de choses à dire. C'est mieux des fois de prendre un torcha divisé par 3, tout vendre, renvoyer sur quelques alts. C'est pour ça que le petit portefeuille gambling aussi, il sert à amortir aussi mentalement les pertes, parce que voilà, si mon par exemple si mon stride se schlaguait au sud, qu'il y avait un exploit protocolaire, je sais pas quoi, il tombe à 20 centimes, 15 centimes, unstake 15 centimes, le truc est mort clairement, ça va être le p-stake, ça va être tous les autres, sauf lui, admettons, c'est vendu à 15 centimes, rien à foutre. Par contre après pour me venger, je vais aller jeter ça sur du Gitopia, du Lava, du Cleantex, du Rejuve encore, tu vois, du Monde Network, des trucs ultra hostiles, tu vois, des trucs ultra hostiles top 2000. Pour me venger, alors que bah mon strike il est tombé top 800 quoi, et il est mort à 15 centimes. Et à ce moment-là, je vais être obligé de le vendre. Bon, scénario de prix, regardez, il a eu quand même une belle reprise, hein. 32%, il a repris un tiers de son profil. Hein. Et oui, on est remonté largement au-dessus des 60 centimes de dollars, là on est à 64 centimes presque d'euros. C'est bon, là mon scénario de prix, hop, ravalé. Ça se trouve, c'est très très bullish. Pour moi, c'est très très bullish, je vais le holder pour l'instant. Simple, voilà, constat, on en reparlera sur les prochaines vidéos. Mais ça vient au fur et à mesure avec le raisonnement, j'aurais peut-être pu le vendre. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est compliqué. Là, je vous montre, moi, mon biais. C'est un peu autistique, c'est mes gris-gris à moi. Le scénario il s'est fait, et je pense que si on envoie la purée après, moi j'ai eu ma reconfirmation, c'est comme ça que je n'ai pas loupé des profits. Et c'est comme ça que des fois je loupe des profits aussi. Et c'est comme ça aussi que je me débarrasse d'énormes pertes à venir, des trucs abominables qui vont agoniser comme de fous furieux, et que je les envoie vers des trucs qui vont soit tenir beaucoup mieux en bear, donc ça faut accepter aussi les pertes. Par contre, il faut vous prendre un cycle dans la gueule pour vraiment que ça vous forge. Parce que sinon, il y a quand même l'aspect statistique, vous vous réfugiez dessus, premier cycle, vous avez acheté des shitcoins, diversifiez-vous plus, c'est pas grave, loquez plus, perdez plus sur certains tokens, par contre continuez à vous exposer à un moment donné, vous allez avoir des pépites, vous allez affiner votre analyse fondamentale au fur et à mesure de la phase d'accumulation, et vous allez fatalement obtenir des scores lunaires, et des fois, et souvent, dans le premier cycle, énormément de surprises sur des petites nanos, des petits trucs que vous aviez eu plus ou moins en vision, et que voilà, vous avez plus compris, ça se pète la gueule, regardez le monde ou les trucs comme ça. Et on comprend plus, on veut vendre, mais en fait, holder jusqu'au bout, c'est des nanos, c'est les premiers investissements, un cycle complet. Un amateur, moi je conseille tout loquer purement et simplement, au spot ou n'importe, hein, mais de loquer tout simplement avec zéro vente l'intégralité des jetons que vous achetez en accumulation et que vous ayez pas trop peur de vous diversifier. Voilà, pour le premier cycle. Fatalement, voilà, pour être sûr de choper un grade poppy à droite à gauche sur quelques altes. Ouais, ce que j'ai fait, ça m'a payé très fort, hein, le cycle passé. Les cycles ne font pas tous les autres. Un cycle ne fait pas l'autre, mais quand même.
sans trop de risques, en pyramidant un peu, mais pas hésiter, quoi. Donc on va finir sur la règle du 20-80, tac tac tac, ouais, ça je vous avais déjà dit. Le DCA, il faut rentrer sur un token déjà sur une période longue. Donc sachez que vous êtes parti pour faire un DCA. Quand vous faites un DCA, vous êtes parti pour une période longue, que ce soit une demi-douzaine ou même une douzaine de cryptos. Un DCA. Vous pouvez proportionner, certains plus que d'autres, même si vous êtes super bullish, règle du 20-80, quand vous faites un DCA, vous pouvez pas mettre all-in tous les mois sur la même, ou à chaque transaction all-in sur un seul, tous les mois différents. Non, quand même toujours des petits penchants de collatéraux qui descendent encore, toujours cette petite fragmentation mineure. Parce qu'on sait jamais à quel point voilà, les 2-3 autres projets sur lesquels vous n'étiez pas en train de focus mais qui méritaient un billet vont vous faire une putain de surprise pendant que vous êtes en train de charger la majeure qui va mettre 6 mois de plus à décoller. Vous voyez, on sait jamais. Alors, je vous mets des petites images mentales comme ça, c'est juste pour agrémenter. Donc massifier les parallèles et les comparatifs, oui, les cryptos se comparent entre elles. Il faut faire plein de parallèles de prix, plein de parallèles de hype pour comprendre pourquoi il y a des projets qui ont eu justement beaucoup de hype, très peu de valorisation, ou très peu de hype, beaucoup de valorisation, beaucoup de hype, beaucoup de valorisation. Alors que d'autres avaient un énorme fondamental et n'ont pas eu de hype, etc. Donc comprendre aussi les différences qu'il y a, les différences entre les cryptos, entre le marketing, entre la technologie, entre le degré d'adoption, la complexité de l'interface utilisateur, enfin, comparez-les de tout ce que vous savez, et au niveau des KPI, au niveau de tout. Voilà, c'est simplement un processus à massifier, à laisser de côté, voilà, pour avoir plein de petits parallèles à faire. C'est toujours utile justement pour doser un petit peu les cryptos entre elles, parce qu'en gros on est sur une disruption, un écosystème naissant, hein, les cryptos entre elles, là toutes les cryptos, il y a quand même un effet, il faut doser parce que c'est en ébullition. Là on est sur, voilà, il y a des bulles dans les liquidités, il y a des bulles. Voilà, c'est pas juste une bulle de surface, c'est que dans les liquidités il y a des bulles. C'est ça qu'il faut se dire. Donc ouais, il y a un petit peu de survalorisation, un peu de sous-valorisation, beaucoup de survalorisation, mais en fait des prix terminaux absolument gigantesques. Voilà, c'est surtout ça en fait. Donc l'appel de liquidité vient puissamment en bulle, fatalement. C'est un petit peu tout ça, le temps que voilà les parts de marché s'accaparent. Donc voilà, beaucoup de parallèles pour comprendre pourquoi certains sont montés plus que d'autres sur certains narratifs, etc. C'est hyper important. Massifier ça. Savoir retourner sa veste, on en a parlé. Pourquoi on peut lourder un projet, voilà, c'est un peu ça que je vous ai dit. Il y a plein de trucs, des hacks, des green flags, un concurrent qui est plus sous cap et qui est clairement là pour lui bouffer ses parts de marché. Et là on est clairement sur le petit frère là qui va se faire détrôner alors qu'il a plus de capi, et le grand frère arrive et il est moins cher encore. Enfin folie quoi. Par exemple, une bad news, bad news. Un hack, un red flag dans le genre, voilà, un rug pull, voilà, un gros problème, ça, on jette tout. Dès que c'est un truc comme ça, il faut pas réfléchir. Hein. J'ai déjà eu un projet, le TNT, je me suis renseigné, il y avait des histoires bizarres sur le PDG qui avait des... Ah non, je veux pas en parler. Non. Ouais, des trucs chelous, tu vois. Et ah oui, d'accord, tu vois, je voyais ça sur 2-3 forums, ça dégoulinait du moins 45%, tu vois, en 24 heures, enfin sur une bougie H1, tu vois. J'ai fait, clic droit vendre, et le truc est parti à 0. De toute façon, en 3-4 jours, 0, moins 99, puis moins 99, puis moins 99% en fait dans les dernières heures. Enfin, il n'y avait plus d'acheteurs, hein, c'est fini, il a été délisté. Une grosse cam, bon bref. Oui, j'ai pris un divisé par 2 brutal d'un coup en 24 heures. Je l'ai vendu le lendemain. Voilà. C'est des liquidités que j'ai remis sur le Yotex qui ont refait x30 derrière. Donc j'avais de toute façon placé un x15. Sur ce token là. Si j'ai accepté, vu que j'ai accepté en fait ma perte, je suis rentré sur un x15 mais sur un autre projet. Voilà, donc on vend, on réarbitre direct et oui ça paye. Des fois il faut savoir retourner sa veste, c'est hyper important. Alors pour justement avoir la pépite, là l'analyse, comment trouver la fameuse pépite, vous voyez un narratif révolutionnaire à l'avance. Et comment avoir de l'avance, dans l'environnement ou dans les recherches. Dans les recherches, parce que vous êtes en train de vous intéresser à ça, vous voyez quelque chose que les autres ne voient pas, on va en parler, ou dans l'environnement, tout simplement parce que voilà, c'est une demande que vous voyez dans votre environnement, dans votre monde extérieur,
dans la société qui vous entoure, etc. Et que dans votre petit monde intérieur, dans la blockchain, etc., dans vos petits dans vos recherches, vous voyez bien que certaines solutions ont clairement une application pratique et une utilité pour le monde extérieur, ou dans votre cercle en fait de réflexion virtuelle, extérieure, intérieure, de tout ce que tu veux. Voilà, n'importe lequel narratif, en fait, tu es baigné en fait dans une demande que les autres ne voient pas parce que ça vient de ta vie personnelle à toi. Voilà. Donc, par exemple, comment dirais-je, moi là en ce moment je vois une quantité astronomique de voisins qui commandent des colis Amazon. J'ai envie de regarder le cours de bourse d'Amazon, tu vois. Ça a l'air con comme ça, hein, ça a l'air con comme ça. Mais faut pas hésiter aussi à s'imprégner aussi de ce que vous voyez de la société, hein. De prendre du recul, de voir un petit peu ce qui marche, ce qui est tendancieux, à droite à gauche, là, répétitif, qui croit aussi comme habitude. Voilà, donc interne, externe, etc. Interne au narratif des cryptos, par rapport à ce qui existe déjà, par rapport à ce que ça va. Voilà. En gros, construis-le, ils viendront, ça quelque chose de révolutionnaire, et t'es sûr qu'il va y avoir de la demande, qu'elle existe ou non. Et si elle existe, c'est encore mieux. Donc voilà, on se demandait comment échanger des crypto-monnaies autrement qu'avec les échangeurs centralisés. On a les bridges et on a les DEX, avec Osmosis et des bridges et des trucs comme ça, des DEX, Uniswap, tout ça, bon bref. On peut passer par la décentralisation. Basique, hein, l'exemple, mais bon, c'est juste l'image mentale. Donc, évidemment, si vous voyez une demande plus grosse que l'offre comparée à tous les autres narratifs, c'est un green flag. Moi j'ai envie de dire ça, je vois ça avec le Deepin. On a quand même un peu de voilà, on a de l'offre, pas mal d'offres, mais par rapport à la demande sur le Deepin, pour moi voilà, il y a beaucoup plus grosse part de marché. Je pense qu'il n'y a pas assez d'offres dans la DeFi, ou que l'offre digne de ce nom, il n'y en aura pas 36, et que ça va être clairement des secteurs niches. Voilà. Pour ça, par exemple, là, je viens de mettre à fond de balle là, sur le IoTeX là, pour cette reprise de cycle. Donc les clouds de GPU, par exemple, la part de marché est énorme avec les GAFA et tout. La demande est énorme. Mais l'offre de GPU décentralisée, pour ce que ça peut apporter comme gain, hein, technique, fonctionnel, économique, eh bien voilà, c'est un différentiel qui va être comblé avec une grosse demande qui va nourrir un peu plus ce narratif des clouds de GPU, par exemple, qui va le nourrir un peu plus certainement, par exemple. Donc voilà, un peu de certitude, un peu d'offres et de demandes révolutionnaires. Quelque chose que vous avez identifié aussi, que les autres ne voient pas. Par exemple, je sais pas, hein, dernièrement on entendait quelque chose comme la fractionnabilité des NFT. Hein, les NFT qui coûtent, voilà, les bordel du Yacht Club là, à je sais pas, à 1 bitcoin, 2 bitcoins l'unité, bon fragmenter ça en 100 morceaux, et puis tout le monde vient avec, je sais pas, quelques centaines de balles, et on en achète tous une partie. Si le token prend 50%, eh ben toutes nos fractions à nous prennent 50%. C'est une nouvelle tech, tiens, ça peut être très utile, personne n'y a pensé. Bon, vous découvrez un protocole qui fait ça, peut-être, il faut investir dessus. Je dis ça parce que j'ai juste un éclair d'un seul souvenir d'un truc que je me souviens de l'année dernière, qui est apparu comme ça, comme novateur dans l'écosystème crypto. X nouvelles comme ça, là j'en ai eu je sais pas combien. Donc c'est tous ces petits cas, hein, j'en rappelle que celui-ci, mais... Et oui, si vous en voyez venir un autre, que c'est en développement, vous êtes peut-être très early aussi, et que c'est un cas d'usage, on ne trouve pas ailleurs, on le trouve pas développé de cette manière-là, le concept apporte quelque chose de nouveau, quelque chose d'utile et quelque chose de nouveau par rapport aux autres NFT ou aux autres plateformes de DEX. Là, on a quelque chose qui marche mieux, qui apporte une plus-value. Par exemple, je vais dire une connerie, bon, ça reste à voir, mais le DEX Shade Protocol a implémenté une espèce de courbe de liquidité dans les échanges, là, dans ces pools de liquidité, qui permet, avec des pools de liquidité qui sont moins gavés qu'Osmosis, d'avoir des spreads qui sont de meilleure qualité, voilà, et de pouvoir échanger des plus grosses sommes avec des écarts de pourcentage moins gros. Bon, voilà, après n'oubliez pas, un protocole donne l'exemple, après les autres n'ont plus qu'à le copier, hein. Ça pour X raisons, c'est pas que spécialement pour Shade, hein, c'est pour X raisons avec plein d'autres tokens. Mais bon, le principe est là, hein, c'est oui, c'est un petit plus. Alors est-ce que ça va détrôner Osmosis? Non, c'est sûr. Mais il pourrait, voilà, ça pourrait être très intéressant de penser comme ça, parce que ça apporte un plus
quelque chose que les autres n'ont pas, qui pourrait être nécessaire, etc. Bon, là après c'est de la privacy, c'est pour plein d'autres choses. Mais le concept est là, voilà, c'est une petite avance technologique, un petit bonus, un petit mécanisme que les autres n'ont pas, quelques révolutions comme ça, plus on les cumule, hein, de toute façon c'est des green flags, on vient chercher des green flags, des drapeaux verts, qui nous dit qu'on peut investir. Donc voilà, un peu plus sûr à valoriser. Alors les médias et les devs, comment savoir si vous investissez sur les bons projets? Bah, suivez les news Twitter, le Discord et les Telegram. Par exemple, faites-vous vos petits cercles de suivi pour prendre des température communauté, les développeurs, quand il y a un problème, comment ils résolvent le problème, comment ils assistent les personnes qui viennent avec des problèmes de l'interface utilisateur, par exemple, d'autres utilisateurs, etc. Bon, regardez, fondamental, il faut tester le produit. Voilà, même si c'est pas pour vous, essayez de vous inscrire, etc. Bon, pas jusqu'à créer des migs de calcul pour alimenter en GPU l'écosystème Akash. Mais j'ai été voir par exemple l'interface utilisateur, comment s'inscrire, comment on pouvait déléguer les GPU, comment on était payé, est-ce qu'il y avait les compteurs et tout qui étaient bien affichés comme il fallait, etc. L'interface utilisateur très bien fait, etc. Voilà, ça développait très fort. Donc les news Discord à ce moment-là sur Telegram, c'était beaucoup de rapports de développement avec des fonctionnalités que je comprenais pas tout le temps, même très rarement, mais qui arrêtaient pas de spawner. Donc voilà. Et voilà, il faut tester le wallet aussi. Bon, moi c'est pour Akash, c'était l'écosystème Kepler, Cosmos donc. Mais voilà, s'ils ont un wallet, le tester, un interface utilisateur pour utiliser leurs produits, leur interface, provider de la puissance de calcul si c'est un cloud ou quoi que ce soit, le tester. Et le protocole aussi. Si c'est une plateforme de lending, voilà, si c'est un DEX, etc., voilà, l'utiliser. Bon, ça semble évident, mais l'utiliser, voir si les poules de liquidité fonctionnent bien, si c'est redondant, si on a des options très sympathiques qui permettent voilà, de faire des swaps sur mesure. Bref, tous les trucs qui sont en plus. Le protocole. Tester les protocoles, même si vous n'en faites pas, vous n'êtes pas le client. Donc allez jusqu'au bout de ce que vous pouvez faire pour le tester. Sans plus, tokenomics, il faut connaître le suppli qui est circulant, il faut connaître le suppli max s'il y en a un, et il faut connaître évidemment l'émission monétaire pour savoir où est-ce qu'on se situe entre les deux. Et après vient l'utilité, qui est le plus important, évidemment, avec la tokenomics. Est-ce que le token va avoir une pression acheteuse, une pression de holding, de séquestration de jetons, parce que ça a un intérêt multiple, il y a de multiples intérêts, justement, il faut les voir, cela, mécaniquement. Voilà, tu stacks du stride, tu le séquestres, tu touches les récompenses passives des autres liquidités qui viennent dans le TVL sous la forme de jetons liquid stacking. Tu stacks du stride, tu gagnes du ST atome, du ST osmo, du ST dimension, etc. Voilà. Donc une utilité, ok, à stacker, une utilité à utiliser, parce qu'on provide en fait une chaîne de liquid stacking, donc faut enrouler des assets, les dérouler, tout ça, ça s'utilise souvent. Donc c'est une chaîne qui aura une utilité, voilà, un token qui va servir. Ethereum, hein, le famoso Ethereum, les gas fees, hein, si on veut signer des transactions, il faut brûler du gaz, et une partie va dans le burn, hein, donc on les retrouve plus. Une partie aux mineurs et aux stackers, hein, pour continuer le consensus des nodes. Donc c'est intéressant de savoir l'utilité du token, voilà. Donc les métriques, hein, l'explorateur de blocs, les courbes d'inflation, les holders, très important de voir. Les layers compatibles et justement le consensus du mainnet, comment il fonctionne, c'est important si vous achetez un projet original comme par exemple Vulcan Forged, hein, tu vois, il a son propre mainnet avec ses validateurs, etc. Donc sa propre blockchain. La team aussi a vérifié les antécédents, hein, voir ce qu'ils ont comme connaissances, passifs, etc. Les red flags, là maintenant on va passer aux red flags. Tu l'entends à droite et à gauche, qu'elle est super cette crypto, mais c'est pas toi qui l'as découvert. Voilà, tout est dit, point barre.
On t'en a parlé, tu l'as entendu par une vidéo, etc., etc. Alors, possible évidemment qu'on en découvre une. 8 fois sur 10, quand on en découvre une sur une vidéo, même si c'est perdu sur le fin fond d'internet et qu'on pourrait être early, etc. 8 fois sur 10, on attend encore quelques semaines, quelques mois, histoire de bien comprendre dans quel contexte on est en train de l'acheter, etc. Quelle phase d'accumulation de prix, etc. On attend, on met de côté ces découvertes-là, mais voilà, on entend à droite et à gauche. Mais le token, voilà, le token vous l'avez pas découvert, c'est bon, c'est qu'il est déjà, il est déjà en train de circuler dans la hype est déjà là, vous êtes dans la hype, vous n'achetez pas la hype, sinon vous faites pas de profit, voilà, tout simplement, vous faites de la distribution. Donc les antécédents de la team, c'est très important, savoir s'il y a déjà eu quelque chose à savoir, donc là vous pouvez aller sur tous les sites LinkedIn, etc. pour voir ça. Les wallets holders qui pourraient être suspects, donc des grosses entités qui ne sont pas très très bien déclarées ou qu'on sait pas trop par rapport à la team, on sait pas qui possède quoi, mais il y a d'énormes quantités de supplis qui, selon l'explorateur de blocs, peuvent être envoyés vers un échangeur et dumpés là du jour au lendemain. Attention. Attention, qu'est-ce que c'est? C'est ces portefeuilles qui détiennent les plus grosses quantités de tokens. S'ils font n'importe quoi avec, c'est red flag. Plus de com et moins de technique. C'est bien d'avoir une communication commerciale, mais que ce soit sur Twitter, sur Telegram, sur Discord, on veut aussi qu'on baigne dans des mises à jour techniques. Voilà, qu'un technicien puisse venir et se dire ah ce projet est intéressant, je sais pas, pas uniquement voilà du marketing, pas uniquement du marketing, on veut quand même des vrais ajouts, on veut pouvoir voir aussi des mises à jour se faire, même mineures, donc des implémentations d'interface utilisateur, de fonctionnalités protocolaires, etc. La mage la plus importante n'arrive jamais. Voilà, ça c'est un red flag, hein. Ouais, ça arrive, mais là ça commence à faire plusieurs années pour certains projets. Non, ça n'arrivera jamais. Un bug majeur dans le protocole ou du wallet, voilà, pour moi c'est shitcoin, c'est-à-dire que bon, vous générez, moi ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai généré une clé privée, elle a pas fonctionné. J'ai pu déposer sur la clé publique, la clé privée n'a jamais fonctionné derrière, les mecs m'ont dit que ça a été une erreur de génération de clés privées. Alors ça, j'ai dit non, mais j'arrête d'investir sur votre projet là, les gars. Voilà, terminé. Vous voyez, ça, red flag direct. Les 100 balles, je les avais perdues. C'était le cycle dernier. Hein. Je sais plus, c'était du oignon, un truc comme ça. Bon, ça arrive et c'est comme ça. Moi, c'est un red flag. Une perte de fonds non remboursée. Osmosis, par exemple, et beaucoup de protocoles ont eu des petits hacks mineurs sur une pool précise avec un protocole précis, etc. dans le projet en question, donc c'est pas très très grave, hein. Il n'y a eu qu'une poule sur je sais pas combien là qui avait été drainée, bon ça a été remboursé par Osmosis, donc moi tu vois, ces choses là ok, et c'est pas le premier, mais un gros hack, un bridge défaillant aussi à répétition, ça voilà, des protocoles par exemple Elastos, ou d'autres projets comme ça, le bridge arrête pas de merder. Vulcan Forget, ça a été le début, ça merdait un petit peu, là ils ont fait voilà, mise à jour, ça marche maintenant. Ils ont mis 2-3 fois, mais ça marche maintenant. C'est bon, et ils bossent sur autre chose, c'est quand même du gaming, donc ce que je vois c'est surtout du gaming, pas forcément les protocoles, tant que ça fonctionne après c'est bien. Mais ça aurait pu être meilleur. Mais voilà, ça avance, et c'est ça qui est bien. Corriger, avancer, corriger encore et encore, et ça fabrique du profit, dans le principe. Donc, ne comprends pas l'utilité du token. Les amis, si vous ne comprenez pas l'utilité du token, vous le modélisez pas, que ce soit pour vous ou pour les autres, pour les GAFA, pour les grosses compagnies, pour voilà, d'utiliser des réseaux décentralisés. Pourquoi ils utiliseraient ce token? Pourquoi ils le valoriseraient? Par exemple, le BAT. Hein, bon, je comprends, je déteste l'explorateur Brave, même si là je l'utilise, mais l'explorateur, le moteur de recherche, il est tombé sous le contrôle ennemi, hein, je vous le dis tout de suite, le moteur de recherche Brave, il est tombé sous contrôle ennemi, c'est sûr, arrêtez, je vois les algorithmes, arrêtez. Allez, je déconne, non mais c'est voilà, bon, des fois je fais de la bad news sur bad buzz sur certains projets, je m'en fous, là je dis exactement ce que je pense hein, sur ces chaînes, n'oubliez pas, j'ai pas de filtre, je n'ai que des partis pris envers moi-même, le reste je m'en fous. Donc on va jusqu'au bout de cette explication. Vous modélisez pas l'intérêt, même voilà, les annonceurs, par exemple, pour acheter du token BAT, pour après payer les publicités, pour après que nous on se les prenne dans la gueule, qu'on retouche un petit peu de BAT en retour, etc. et qu'eux puissent placer leur publicité. Bon, si vous comprenez même pas que ça a de l'intérêt, au moins pour certaines compagnies d'acheter le token et de l'utiliser, hein, pour la logistique, pour n'importe quoi, pour payer le projet.
Comme le RLC aussi, par exemple, hein, ou le Hakash, si je dis pas de conneries. Bon, j'ai arrêté de métrique depuis que j'ai vendu. Mais voilà, on a modélisé au moins pour autrui. Donc voilà, même si vous aimez pas le gaming, est-ce que vous pensez là que voilà, Vulcan Forged ou un autre ou Nakamoto, ça va pas faire fureur sur le téléphone? Je vois l'intérêt pour les autres. Moi, c'est pas ce genre de jeu spécialement que je recherche sur téléphone, encore que je pourrais m'amuser. Je vois l'intérêt quand même d'un Nakamoto Game, je vois l'intérêt de Vulcan Forged, je vois l'intérêt de Osmosis, je modélise l'intérêt de Streamer pour d'autres sociétés et du Yotex pour justement les IA, pour les pipelines de données et tout ça. Je modélise pour les autres, je vois l'intérêt, c'est eux qui vont acheter, c'est eux qui vont apporter ma plus-value. Alors la tokenomics c'est défavorable, beaucoup d'inflation, des vestings massifs qui peuvent tomber, euh, pas de suppli capé, selon moi, c'est un drapeau orange minimum. La commu est remplie de Moonboy, ça vole pas haut. Voilà, j'aime bien quand il y a quelques personnes au moins qui posent des questions difficiles, qui demandent des tutoriels pour câbler une node, pour voilà, pour n'importe. Ça c'est bien aussi, ça c'est bien que voilà, qu'il y ait de la discussion technique, parce qu'il y a vraiment des cryptos, voilà, red flag de ouf, il y a que des Moonboy, que des mèmes sur des colonnades en fait sur les canaux principaux Telegram et tout ça là, de on va aller to the sky et tout, tu vois, non, stop, tout de suite, dégage avec tes fusées et tout ça, là, fais voir la trousse à outils, ça discute de quoi, là. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous veniez chercher pour valoriser de bons projets qui travaillent. En fait, vous venez chercher le travail, des autres, comprenez bien ça, vous venez identifier le travail des autres, très important, très important. On n'achète pas une hype, etc. Même si la hype est le fourri de marché, les mêmes coins, hein, l'exemple des mêmes coins, oui, c'est erratique hein, ce marché. Mais vous venez chercher le travail des autres. Et si vous arrivez à l'identifier, dans tous les cas, si la blockchain a de l'avenir sur du très long terme, vous, même coin ou pas même coin, vous ferez toujours de l'argent. Toujours, chaque cycle. Voilà. Parce que vous savez identifier le travail des autres. Vous savez identifier et soutenir le travail des autres. Voilà. Donc ça aussi, je pense que c'est important à dire. Ça cause pas technique, hein, ouais, comme Moonboy. Des questions très légitimes sont sans réponse dans le chat. Voilà, qui laissent un peu à l'abandon, les admins communiquent comme ils veulent. Bon, faites attention. Les admins qui bannent les questions légitimes. Ouais, bonjour, il y a un wallet un peu chelou là, il détient beaucoup de tokens, est-ce que c'est à la team, est-ce que vous allez nous dumper dessus? Banni pour ce genre de questions, red flag. La team veut pas que le reste de la commu sache qu'ils vont se faire dumper la gueule, c'est un gros red flag ça souvent. Voilà, bannir beaucoup. Des fois ça arrive les erreurs, les bots aussi, etc. qui bannent, mais des fois par erreur. Mais voilà, si c'est intentionnel, regardez bien là, si on bannit certaines questions légitimes, des gens qui démangent, là vous arrivez dans un projet, attention. Donc sur le suppli, la tech, etc. Voilà, gros red flag si ça saute ça. Donc voilà, ce sera tout les amis. Des green flags, des red flags, des protocoles, des images mentales pour la recherche, pour trouver justement ces nouvelles pépites qui ont l'air de bosser. Hein. Moi, data, streamer, écoutez, rapport de développement après rapport de développement, même sentiment que le Hakash. Et là, c'est carrément plus du fondamental, c'est du sentiment et du déjà vu. Et un bain informationnel, je baigne dedans, c'est un bain informationnel, je m'en fous de ce que c'est, je mets la main dedans, c'est liquide, c'est la même texture, vous voyez, c'est la même texture que le Hakash, pour moi, le streamer. On va vers même potentiel de disruption technologique et de qualité, j'ai envie de dire de qualité de développement. Voilà, c'est ça le focus. Donc après, c'est mon sentiment. Après, on câble ça avec des sentiments. Comprenez bien que vous pouvez pas avoir la data constamment là devant les yeux, devant chaque projet, etc. C'est devenir fou, les amis. Vous mettez des pastilles. Vous mettez plusieurs pastilles. Vous en enlevez certaines, vous en remettez d'autres. C'est des pastilles émotionnelles, des images mentales. Des images mentales qui regroupent des agrégats d'informations et de data que vous avez eu sur l'écosystème. Et vous mettez des pastilles avec ça. Et vous jugez vos projets. N'oubliez jamais, impossible de savoir tout en entier, impossible de se contenter de ce qu'on sait à chaque fois pour investir. Donc, on n'en saura jamais assez et on doit quand même continuer à en savoir plus. Voilà. Donc n'oubliez pas, quand vous lancez un DCA, c'est que voilà, fondamentalement vous êtes prêt à le tenir. S'il commence à perdre de la force, le projet, mais le DCA est en train de se lancer, les autres sont en train de monter, on est en train de perdre de l'énergie, ben oui, mais c'est tant mieux, vous êtes en train de le creuser ce bottom, vous venez de le voir tellement en avance que le marché est en train de le laisser continuer à agoniser alors que la reprise c'est pas tout de suite et on est en train de vous offrir des prix de ouf. Vous aviez eu raison au niveau fondamental, continuez à taper dedans de ouf. Le Hakash, là, des 8 balles aux 20 centimes, les 20 centimes, fallait taper dedans de ouf. Découverte du bull run précédent. Bon.
Donc je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder et à visionner mes vidéos. J'espère que ça vous aura été utile. C'est clairement plus un guide pour les débutants ou les amateurs que voilà, les guerriers et les spartiates que je pense n'auront qu'un petit bilan de leurs connaissances là qu'ils ont déjà et dont ils pourraient évidemment, et je pourrais de toute façon faire une amélioration là en plus avec une version 2.0 plus tard, parce que là c'était un shoot un soir, voilà, pendant 1 ou 2 heures. Je liste ça, on refera ça une autre fois. C'est au moins pour vous préparer, vu ce qui est en train de se passer. On a quand même des beaux petits réveils là. Data, c'est joli, c'est joli. Le bull run, si vraiment on a une reprise puissante de ce bull run à un moment donné, je préfère vous avoir saoulé en ce moment, plutôt que de revenir dans le feu de l'action et de racler des vues, vous voyez. Donc là au moins on a été jusqu'au bout, j'ai été jusqu'au bout de ce que je voulais vous montrer, de vous présenter sur les cryptos, de comment on fait, comment on tient, quelles décisions que j'ai faites, quelle vision j'ai du marché, à tort ou à raison. Dans tous les cas, comment j'ai tenu, voilà, je vous l'ai montré. Si on se reprend à partir de maintenant, hein, admettons, et que le bull reprend, bon bah comment j'ai tenu avec différents arbitrages, etc. Ou clairement par rapport au niveau d'entrée là, je suis encore en x2 par rapport à tous les tokens qui sont presque tous repartis. Ils ont réintégré tout le pump de cet hiver, hein, à un bottom près plus haut que le précédent, hein, c'est tout, pour beaucoup. Donc je le rappelle, 12 000 investis, des thunes sorties. Une année 2024 difficile, compliquée, 76 000 rush là, 23 000 touchés dans la descente, 26 136 euros, avec tout ce que j'ai ressorti aussi avant-hier, etc. Mangez, les amis. Je vous souhaite une belle autonomie du système. Émancipez-vous des fiat et des monnaies de banque centrale. Soyez votre propre banquier. Holdez de la crypto. Émancipez-vous du système, mes frères et mes sœurs. Décentralisation. Alléluia. Alléluia, mes frères. Allez, et que ce bull run reparte du tonnerre. Parce qu'on a faim, putain, on a faim. On espère, on a trouvé de la bonne tech, là. On a faim, putain, on a faim. 2025, là, j'ai faim de fou, bordel. Ah, quelques années de boulot, quand même, hein. En partant de rien, mais là, j'ai faim, Ça fait faire 6 ans de boulot, là. 7 ans. 2 ans de découverte. Allez, 3 ans de découverte avec un gros rect à la fin des 3 ans. 4 ans de boulot, quoi. 4 ans de boulot. Là, faut que ça paye très fort, là. Hein, parce qu'on va dans le bon sens encore et encore, là, on continue. Et on est précoce, les amis, on est précoce, on est des Spartiates. On a tenu, de toute façon, n'oubliez pas que quand on voit un bottom, il a beau être aussi abyssal que vous le pensez, mais derrière ce bottom, il y a un bottom top, ratio, putain de fulgurant. C'est ça le truc. Si votre bague a survécu, là, et que vous êtes en train de vous reconstruire, comme moi, eh ben oui, là, n'oubliez pas que le prix que vous avez imprimé, allez, un peu d'opium, là, ouais, prends-en une taf, mon copain. Ah ouais, non, mais c'est abyssal, je sais, là, on a vu des prix sales, je sais, ça va aller, t'inquiète, oui, ils étaient très sales, très sales, ces prix. Mais regarde, régis-toi, à partir de là, il y a un multiple encore plus gros qui nous attend de celui qu'on a fait cet hiver. Ça va recatapulter, et là, c'est un bottom plus haut que le précédent, donc fatalement, le top encore plus haut que le précédent, et là, la vague va être encore un petit peu plus puissante que cet hiver, je pressens. Donc, accroche-toi, mon copain, t'inquiète. Vas-y, reprends 2-3, tiens, prends une poignée de chichon, tiens. Calme-toi, mon copain. Allez, c'est fini de délirer, mais la patience, et la patience, les amis. Comme disaient les meilleurs investisseurs du monde, le but final n'est pas d'être plus intelligent que les autres. Le véritable intérêt, c'est d'être plus discipliné que les autres. Allez, sur ce, ciao, que la décentralisation soit avec vous. Bye bye.